Désolé d'arriver en dernier au moment où vous êtes tous et toutes absolument épuisés et aussi presque idiots que ces fameux réseaux récursifs de neurones. Alors, on peut le faire en... Ouais, super. Plein écran, ouais. Est-ce que ça marche? Super. Donc, je vais avoir la très difficile tâche de conclure, ce qui est strictement impossible. Et bien sûr, je dois m'excuser de ne pas avoir pu assister à ces 2 journées dont le programme était très alléchant parce que j'avais d'autres engagements professionnels. Et puis de surcroît, moi je suis un artiste, c'est-à-dire finalement pas grand-chose dans l'immensité et la complexité des débats qui nous agitent aujourd'hui. L'art apparaissant de plus en plus comme une espèce d'activité résiduelle et presque comme la présomption d'une activité qui a peut-être existé dans un temps lointain et dont nous ne faisons que célébrer la disparition des traces, par nos traces. Donc c'est pour ça que je ne ferai pas de démo d'artiste, c'est-à-dire qu'habituellement quand un artiste parle comme ça, il va présenter son travail. Je ne vais pas faire ça. Vous pouvez vous rendre sur mon site internet et vous verrez combien mon travail implique la question de l'archive. Depuis les 3 années passées lorsque j'étais objecteur de conscience à la Fondation pour la mémoire de la déportation, où j'avais manié des archives partout dans le monde. Alors j'aimerais souligner que la technologie qui nous préoccupe aujourd'hui, cette fameuse intelligence artificielle, dont le concept, bien sûr, est extrêmement critiquable, mais je ne vais pas le discuter ici, s'est médiatiquement répandue depuis 2 ans, et principalement cette année, en accordant très bizarrement une place absolument centrale à la question de l'art. En général, les médias parlent de l'artiste, de la créativité, du simulacre, du vrai, du faux, autant de questions qui semblaient anecdotiques. Et il suffit pour s'en convaincre de consulter Google Trends. Alors je vais souligner aussi au passage, parce que cela concerne votre école, et puis ça a sûrement été dit, que le modèle de l'intelligence artificielle inductive, non pas les systèmes experts, mais le calcul statistique inductif, donc le modèle fut le perceptron, en 1957, de Rosenblatt, qui fut le premier système de reconnaissance de caractère, c'est-à-dire d'externalisation de la lecture qui est au cœur de vos pratiques. C'est dire que la question de l'archivistique et de l'intelligence artificielle sont fondamentalement liées. Il y a quelque chose d'encore mystérieux car l'intelligence artificielle affecte de très nombreux domaines de connaissances et de pratiques, comme on a vu précédemment, beaucoup plus sérieux, importants et rentables. Et l'art peut sembler ici tout à fait accessoire. Donc ma présentation va avoir en filigrane l'objectif de montrer pourquoi l'art c'est tellement important. Et pourquoi c'est tellement important sur ces questions, ce n'est pas du tout une question anecdotique, et que ça ne consiste absolument pas à donner une forme sensible à des problématiques, je dirais, conceptuelles ou techniques, pour les rendre accessibles à un large public. C'est absolument pas de ça dont il s'agit. Alors, j'aimerais pour cela rendre explicite mon propos, qui ne sera donc pas une exposition de mon travail artistique, auquel vous pouvez accéder par mon site, mais de considérer l'intelligence artificielle comme le symptôme précieux et encore illisible de notre époque historique, qui est particulière tant, nous le savons, elle met en jeu les conditions mêmes de l'historicité, entendez de toute mémoire passée et à venir, c'est-à-dire de l'archive, de la conservation et de la bibliothèque. Plus généralement encore de l'itération, de la répétition, c'est-à-dire de la réflexivité de l'histoire elle-même. Alors, pour analyser ce passage entre notre actualité et notre historicité, ce qui est toujours difficile quand on ne veut pas jouer au prophète ou au pasteur, je vais tenter de passer différentes positions que j'ai déjà vues un peu émerger, je dirais de manière sous-jacente dans les paroles que j'ai entendues, différentes positions concernant donc l'intelligence artificielle, des positions qu'on a vues s'exprimer principalement dans les débats médiatiques et technoscientifiques à propos d'un possible moratoire, peut-être que vous en avez parlé pendant ces 2 jours, donc un moratoire adressé à l'intelligence artificielle, comme quoi il faudrait suspendre, fût-ce temporairement, les développements, entre Yann Lequin, Yosha Bengo et Geoffroy Hinton, et dont l'expression la plus radicale a été la publication en 2021 du texte du philosophe Thomas Metzinger, que je vous recommande, « La souffrance artificielle, argument en faveur d'un moratoire mondial sur la phénoménologie synthétique », article où Metzinger propose, ni plus ni moins, un moratoire de 50 ans, non pas quelques mois, mais 50 ans sur l'intelligence artificielle. Alors je ne vais pas revenir sur ce débat,
j'en ai traité dans d'autres conférences. Je souhaiterais simplement souligner en préambule que nos positions discursives, les positions que nous avons sur l'intelligence artificielle, sont souvent, je dirais, l'expression d'affect. Et là, on l'a vu quand on parle de transparence, quand on dit qu'il ne faut pas que les entreprises hallucinent, on sourit parce que les entreprises n'arrêtent pas d'halluciner. Par exemple, une entreprise qui a des actions de la finance, les actions, la bourse, c'est une hallucination, puisque c'est une anticipation sur le jeu des autres. C'est un espace bayésien. Donc, en fin de compte, nos idées sont souvent tirées par des affects, et je tire de ça, bien sûr, de Spectre de Marx de Jacques Derrida, et ça prend souvent sur les technologies la forme de la conjuration. Alors la conjuration au double sens du terme, là, souvent on conjure la technique. La conjuration comme étant la crainte face à quelque chose qui revient encore et encore comme un spectre, mais aussi la conjuration comme une assemblée, ici, cette assemblée qui complote pour faire advenir enfin quelque chose. Donc c'est quelque chose qui nous attire et en même temps qui nous repousse, qui fait que les affects liés aux technosciences sont ambivalents, réversibles et bifaces. Et c'est pour ça que l'opposition, comme je vais essayer de le démontrer, entre les technocritiques que vous avez dû avoir, vu les noms que vous avez eus hier et aujourd'hui, et les technosolutionnistes que vous avez eus aussi, est d'apparence. C'est une opposition complètement d'apparence. Ils partagent en fait une certaine conception de la technique comme instrumentalité anthropologique. Alors, le thème qui marque le plus profondément, malheureusement, cette ambivalence, et qui s'est imposé dans le débat public au-delà même de la question de l'intelligence artificielle, c'est ce fameux concept de remplacement qui est absolument partout et qui permettrait de désigner notre situation anthropologique. Alors l'IA risquerait de nous remplacer, c'est-à-dire de prendre notre place, notre travail, nos capacités, en mimant avec plus ou moins d'exactitude nos facultés. Alors technocritiques et technosolutionnistes se divisent comme suit. Alors les technocritiques estiment que ce mimétisme est inexact, l'intelligence artificielle est absolument idiote, elle est incapable de reproduire à l'identique nos facultés, et, alors que nous sommes très intelligents et que nous risquons d'être infectés par sa bêtise. En déléguant notre intelligence à la machine, nous risquons d'être infestés et infectés par cette bêtise, et les étudiants qui écriraient des choses avec ChatGPT, c'est plus ChatGPT qui les mimerait, c'est eux qui mimeraient ChatGPT. Donc c'est une crainte de l'infection. Alors les technosolutionnistes disent plutôt que ce mimétisme est un dépassement de nos limites et pourra nous augmenter, et va nous aider à gagner du temps, à accélérer finalement. Les uns peuvent maximiser leur position jusqu'à ce que le remplacement constitue une extinction, à la manière de Terminator, c'est une figure qu'on revoit apparaître souvent, et les seconds jusqu'à ce que l'augmentation soit un dépassement de l'humanité et la production, ni plus ni moins, d'une nouvelle espèce, c'est le post ou le transhumanisme, dont finalement il y a assez peu de représentants en France. Les technocritiques proposent de réformer l'intelligence artificielle pour la mettre au service de l'humanité en lui fixant des objectifs positifs et éthiques. Alors, ce fut le cas, je vous recommande le site de la Déclaration de Montréal de l'intelligence artificielle Internet en 2017, qui finalement espérait régler absolument tous les grands problèmes de l'humanité, et Dieu sait que nous en avons, grâce à cette technologie. Les technosolutionnistes proposent à peu près la même chose, et finalement les technocritiques comme les solutionnistes sont d'accord pour mettre en place un moratoire de quelques mois ou quelques années, parfois le temps d'investir, comme Elon Musk, afin que nous puissions réfléchir à ce que nous voulons faire de cette technologie et la maîtriser, la rendre transparente, en finir avec la boîte noire. Moi, venant de l'art contemporain, c'est vrai que cette boîte noire, par rapport au Y-Cube du musée, m'a toujours amusé. En fin de compte, ils sont d'accord sur le fait qu'il faut penser avant d'agir. La pensée, c'est avant l'action. Ce qui est bien sûr, comme vous le savez, un présupposé extrêmement problématique. Ils sont également d'accord sur le fait qu'ils savent d'avance ce qu'est l'être humain, ce que sont ses facultés au sens kantien, c'est-à-dire l'intuition, l'entendement, la raison, l'imagination, ce qu'est une conscience et ce qu'est une intelligence humaine. Il n'y a en général aucune démonstration en ce qui concerne ces facultés, et le simple exercice du discours, de celui qui parle de l'intelligence artificielle, garantit l'existence de ces facultés dans l'être humain. C'est pour ainsi dire l'angle mort de tous ces discours qui, critiquant l'intelligence artificielle ou la valorisant, permettent de se donner une place. Quand ils parlent de l'intelligence artificielle, ils présupposent toujours un être humain déjà constitué et défini comme relevant de l'évidence, ce qui permet d'inclure ou d'exclure d'autres intelligences. Alors, le propre de ce remplacement, qu'il soit considéré comme quelque chose de positif ou négatif, et vous le comprenez à mes yeux, c'est indifférent, qu'il soit considéré positivement ou négativement,
c'est l'idée qu'il s'agit non seulement d'un risque existentiel pour l'avenir de l'humanité, qui nous place dans une précarité absolue, mais que ce risque, et on l'a vu aujourd'hui, se réalise à une vitesse accélérée qui nous prend de court. Ça va plus vite que nous. Ça revient souvent, cette idée. Cette vitesse est celle d'un flux débordant qui nous submerge, qui nous déborde, et que nous devrions maîtriser pour ne pas périr. Alors, je remarquerai que cet affect de flux, et je parlerai vraiment d'affect de flux aujourd'hui, est aujourd'hui projeté sur des objets très très hétérogènes, comme la crise climatique, l'immigration, l'énergie, le capitalisme, la finance, la pollution, les virus, les technologies. Nous sommes débordés. Les flux sont notre manière de déterminer notre temps au monde en ce moment. Alors, la conjuration estime de part et d'autre, positive ou négative, que l'intelligence artificielle met en jeu l'idée même d'humanité, c'est-à-dire met en cause celui-là même qui est en train de discourir sur l'intelligence artificielle. On se sent tous concernés quand on en parle, puisque ça nous met en jeu, nous. Ce n'est pas seulement une technique. Et donc, ce n'est pas rien. Nous sommes dedans. Elle semble y projeter, donc cette conjuration semble souvent y projeter des schèmes préexistants. Par exemple, une lecture marxiste va aisément y voir la main du capital qui veut réduire la place du prolétariat, ou du travailleur du clic, ou de l'archiviste, ou du bibliothécaire, pour le rendre encore plus précaire. Et une autre lecture, plus positive, qu'on ne saurait arrêter le mouvement de l'histoire. On l'a entendu juste avant. De toute façon, ça va se faire. Alors, si ça se fait sans nous, ça se fera quand même. Donc, il faut mieux que ce soit avec nous que sans nous, parce que le mouvement d'externalisation de la raison, depuis Hegel, est inévitable. Alors, il y a une petite scène théâtrale qui se met en place entre les deux positions, où chacun semble avoir trouvé son interlocuteur tout autant que son ennemi. L'intelligence artificielle condense alors les grands problèmes de notre époque, et, il faut bien le dire, en arrière-plan, quelque chose dont nous ne pouvons pas faire l'économie, qui est cette sixième extinction dans laquelle nous sommes déjà. Et qui, si elle est occultée, au profit de ce tour de passe-passe, reste tout de même en arrière-plan. Alors, l'un des exemples de ce marché de dupes, c'est, je passe... Alors, c'est cette image, en fin de compte, c'est la question des biais. Vous en avez sûrement parlé, qui m'a toujours semblé une bizarrerie discursive. Par exemple, on décide de générer l'image d'une réunion de médecins sans autre détermination, et on se retrouve avec des mâles blancs, cinquantenaires, cisgenres, un peu comme moi. Et l'intelligence artificielle aurait donc un biais qui renforcerait les positions jusqu'à la caricature de fausse neutralité de la blanchité occidentale. Alors, mais si nous parlons de médecine, il est infiniment plus facile de corriger, entre guillemets, l'espace latent d'une intelligence artificielle pour que l'absence de détermination dans un prompt puisse correspondre à des proportions réelles de la population, que de faire évoluer la réalité, parce que la formation d'un médecin, ça prend 10 ans. Et vous voyez déjà que, là c'était sur Dali, que déjà ethniquement, Dali s'est débrouillé, moi mon prompt est neutre, pour que ce soit beaucoup plus mixte qu'il y a un an. Donc c'est très facile, les biais sont on peut facilement les corriger. La conjuration est obsédée par la répétition de la représentation, de la mimésis, c'est-à-dire par un type de mémoire et d'imagination très particulière. Alors, face à cette complicité entre technocritique et technosolutionnisme, il y a un dépassement possible et un peu original qu'on voit apparaître en ce moment dans les pays anglo-saxons et un peu en France, et que par commodité j'appellerais la conjonction entre l'intelligence artificielle et les pensées du vivant. Il y a entre autres un livre dont je vais parler de James Bridle qui vient d'être publié en France, qui s'appelle « Toutes les intelligences du monde » et qui tente d'intégrer donc dans les pensées du vivant, qu'on connaît bien en France avec Morisot et tant d'autres, la question de l'intelligence artificielle. Alors ces pensées qui donnent au vivant une valeur paradigmatique pour tout développement futur constituent un phénomène d'époque tant d'un point de vue éditorial, avec des collections spécialisées, qu'artistique, avec des œuvres où on voit se multiplier les plantes, les pieuvres, les oiseaux, les champignons dans les Y-cubes, des institutions culturelles. C'est donc une espèce de jardinage institutionnel. Alors, j'en résumerai ainsi l'hypothèse biocentrique. Comme occidentaux blancs, nous serions héritiers d'une conception inexacte et dangereuse du monde, consistant à le séparer en des sphères conflictuelles, les rendant insensibles les unes aux autres, malgré la réalité de leurs relations et de leur influence réciproque. Le fondement de cette séparation serait celle bien connue entre nature et culture,
qui a été contesté par le tournant ontologique de l'anthropologie, d'Escola, Vivero, de Castro, etc. Je ne vais pas développer. Alors, je ne vais pas m'intéresser ici à ce tournant ontologique de l'anthropologie, et je ne vais pas le contester, mais simplement à son application dans le discours social courant, qui devient de plus en plus importante. Alors, pour bien utiliser l'IA, il faudrait transformer radicalement notre conception de la technique, et pour tout dire du monde, en tant que monde, en effectuant différentes opérations de conversion individuelle pour chaque sujet. Alors d'abord, il faudrait premièrement reconnaître la matérialité de l'intelligence artificielle, qui n'est pas dans les nuages, et qui en dernier ressort n'est qu'une des nombreuses expressions du monde vivant, au-delà de la division entre nature et culture. Bref, sortir de l'idéalisme technologique et un peu de l'immatérialité, faisant croire à un monde immatériel dans les nuages. Deuxièmement, poursuivre ce mouvement de conversion en replaçant l'intelligence artificielle dans l'ensemble des causalités, externalités négatives comprises, c'est-à-dire les déchets principalement, dont elle provient et qu'elle produit. Donc déchets et extractivisme. Bref, transformer l'invisibilité du dispositif de production, parce qu'une intelligence artificielle, ça se produit, et ça se produit avec des minerais qui, dans 5 ou 10 ans, ne seront plus disponibles pour les GPU, ne seront juste plus disponibles, en une visibilité dans le monde des relations. Et troisièmement, accentuer encore cette conversion jusqu'à transformer notre manière de produire les technologies grâce au fameux biomimétisme qui hante aujourd'hui toute une partie de la discussion sur l'intelligence artificielle. Le vivant serait capable de s'autoproduire selon un cycle où le vif et le mort se nourrissent sans boucher le monde. Il faudrait s'inspirer de cet infini cycle qui est sain, de cette technique de la nature pour parvenir à profiter des bienfaits de la technique qui est structurellement attachée à l'humain, sans en subir et en faire subir les conséquences. Alors, ce chemin de conversion qui rattache la question de la technique à celle de la réalité convertit les flux du remplacement en une espèce de sentiment océanique, moi ce que j'appellerais un sentiment océanique, c'est-à-dire une espèce d'animisme ou de thomisme un peu, où chaque chose semble reprendre sa juste place dans un grand tout que nous aurions occulté dans la modernité. D'ailleurs, on peut remarquer, et d'ailleurs, dont l'archive serait un des exemples, la pulsion de classification, qui sépare, qui distingue des éléments, qui classe dans des lignes et des colonnes, c'est-à-dire dans des bases de données. On peut remarquer d'ailleurs de manière ingénue par rapport à ce grand tout, à ce sentiment océanique, que si aujourd'hui nous avons une certaine idée de la Terre, c'est parce que le GIEC calcule les scénarios climatiques avec justement des réseaux récursifs de neurones, et que donc notre conscience de la Terre est liée à ça. Alors la pensée du vivant permettrait, en transformant notre conception et nos imaginaires, et souvent on en appelle à la transformation des représentations et de l'imaginaire, de transformer tout aussi bien le monde que notre infrastructure technique. Là encore, parce que la technique est rendue au service de notre intelligence. Il suffirait individuellement de changer pour tout bouleverser et enfin rompre avec deux philosophes qui reviennent souvent autour de ces débats sur l'intelligence artificielle, qui sont Aristote, qui serait responsable de l'extractivisme, et Descartes, qui serait responsable de la robotique et qui serait responsable du caractère accaparant sur la nature. En fin de compte, bon, c'est assez amusant parce que souvent des théoriciens désignent comme responsables les philosophes, et il y a une espèce de tropisme disciplinaire qui consiste à rendre sa propre discipline responsable de ce qui se passe historiquement, sans d'ailleurs aucune preuve. Alors, malgré l'appel à un grand dehors, les pensées du vivant ramènent souvent la technique à être finalement le moyen de certaines fins, c'est-à-dire à être soumis à l'être humain. C'est la finalité de l'intelligence artificielle qui doit être réformée de manière à ce qu'elle ne soit pas oublieuse du vivant dont elle procède, c'est-à-dire de nous. En ce sens, la conception de la technique reste instrumentale, et cela pose deux problèmes qui nous concernent ici. Le premier, c'est qu'ainsi ces pensées répètent sans le savoir la conception qu'elles prétendent contester. Le second, c'est que si l'intelligence artificielle est bien un produit de l'activité humaine, c'est incontestable, les facultés humaines sont modifiées par l'intelligence artificielle. Et c'est exactement ça qui est en train de se jouer avec ChatGPT. Dans les années à venir, il ne sera pas possible de distinguer nos processus cognitifs du fonctionnement opérationnel d'un réseau récursif de neurones, de la même manière que Internet a modifié notre rapport à notre existence, qu'on n'écrit pas de la même façon avec une plume qu'avec une machine à écrire ou qu'avec un ordinateur, on ne pense pas de la même manière. C'est-à-dire que les facultés humaines sont modifiées
par les moyens de mémorisation matérielle, qui est le cœur de ce que vous faites. Il y a des espèces de boucles de rétroaction étranges entre les dispositifs techniques et les dispositifs humains. Un autre exemple de ces boucles de rétroaction, c'est le fait qu'aujourd'hui, notre conception, la manière dont nous concevons notre cerveau, c'est-à-dire nous-mêmes, ce qu'il y a de plus intime en nous, notre privauté, a été déterminée par, a été contemporain de l'apparition de l'informatique, en fin de compte. L'approche neuronale a été contemporain de l'approche de l'informatique. Et tout se passe comme si entre notre conscience et les technologies, il y avait une relation, comme un miroir noir entre les deux, et que chacun se reflétait, jusqu'au point où on ne peut plus distinguer les deux. Alors, cet affect océanique a pour objectif de réintégrer l'intelligence artificielle dans l'ensemble de la réalité, jusqu'au point où tout se mélange, la nature, la technique, et la générosité ontologique de ce type de choses finit par poser des problèmes un petit peu de définition. C'est ça le sentiment un peu océanique. Alors la troisième et dernière partie, alors, il y a une toute autre pensée du vivant qui serait applicable à l'intelligence artificielle et qui est celle développée par Helmut Plessner, c'est de l'anthropologie philosophique des années 30, peu traduit en français, avec un livre très important qui s'appelle « Les degrés de l'organique ». Alors désolé de vous balancer ça à la fin de la journée, mais c'est malgré tout intéressant. C'est malgré tout, ça a un véritable intérêt. Alors, pour Helmut Plessner, c'est qu'on ne peut pas concevoir l'intelligence artificielle si on ne conçoit pas, si on n'a pas une certaine conception du vivant que nous sommes. C'est ça qui est fondamental à comprendre. C'est que c'est toujours un duo, l'intelligence artificielle, avec l'être humain. Il y a toujours une anthropologie technique, il y a toujours une technique anthropologique. Voilà. C'est ça qui est fondamental à comprendre. Alors, pour Helmut Plessner, le propre du vivant, de tout vivant, serait la positionnalité, c'est-à-dire qu'il est posé quelque part. Et ça ne relève pas d'une subjectivité, c'est sa condition a priori. Et le propre de l'être humain, c'est qu'il aurait une positionnalité qui ne serait ni ouverte comme la plante, ni close comme l'animal, mais excentrique. Il y aurait une excentricité de la position de l'être humain, au sens où tout simplement il a la capacité de se décentrer. De sorte que le corps humain est équivoque, il est toujours incarné, mais il tend à quitter son corps, à la fois corps objectif, corps propre et corps réfléchi. L'humain est amené à se distancier naturellement de lui avant même le rapport à l'autre, selon Plessner. C'est cette condition existentielle particulière qui permet de comprendre cette positionnalité excentrique qui a trois lois qu'il est amusant d'appliquer à l'intelligence artificielle. Alors d'abord, il y a la première loi chez Plessner, c'est l'artificialité naturelle, qui souligne la connexion entre nature et culture, où l'être humain est un être d'artifice, parce qu'il est sans place. La deuxième loi, Plessner l'appelle la loi de l'immédiateté médiatisée. Par là, il veut montrer le caractère dual du rapport entre l'être humain et le monde. Il n'est jamais dans une relation univoque au monde. Il est toujours entraîné à se réifier au cours de ces différents échanges. Et puis la troisième et dernière loi, qui est peut-être la loi de l'intelligence artificielle, c'est le lieu d'implantation utopique. Cette loi cherche à montrer l'absolue incertitude du lieu de la vie humaine, ne pouvant se réduire à sa dimension organique. L'existence humaine est un projet inexorable, une espèce de pulsion dont on voit certaines traces aujourd'hui dans la production industrielle et dans l'accélération de l'intelligence artificielle, qui fait qu'on accélère de plus en plus sans très bien savoir pourquoi, comme des espèces de canards ou de poules sans tête. Alors la première loi appliquée à l'intelligence artificielle permet de comprendre comment celle-ci est constitutive de nous-mêmes. Il n'existe pas d'intelligence humaine qui préexisterait au dispositif d'inscription technique, c'est-à-dire aux archives. Il n'y a pas l'intelligence humaine puis après les archives. Les deux se nourrissent l'un de l'autre. Cette intelligence est co-constituée par ce dispositif. Donc l'intelligence humaine est toujours artificielle. Tout raisonnement considérant l'intelligence artificielle comme une copie de l'intelligence humaine est un raisonnement inconsistant. Il y a là à reprendre le fil conducteur laissé en friche par, à mon avis, Bernard Stiegler. Je ne développerai pas. La seconde loi renforce encore cette excentration, puisque notre immédiateté réflexive est médiatisée par l'intelligence artificielle. C'est pourquoi nous pouvons y être sensibles comme à nous-mêmes. Alors, je n'ai pas mis l'image, mais je pense que je ne l'ai pas mise.
Ça, c'est l'excentration. Donc, je n'ai pas mis l'image, mais il y a Boston Dynamics, qui est une entreprise qui fait des robots, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les robots chiens, les cyberdogs. Et à un moment, sur une des vidéos sur YouTube, on voit un ingénieur qui tape un grand coup de latte sur ce chien robotique. Et ce chien, imperturbablement, se relève. Et à ce moment-là, on est plus du côté du robot que de l'être humain. Parce qu'on a cette capacité de se décentrer. On peut être plus du côté des animaux que des êtres humains. On peut être plus du côté des pierres que des vivants, etc. Et on peut être plus du côté d'une intelligence artificielle que de nous-mêmes. La troisième loi est peut-être encore plus précieuse et constitue une sévère déconstruction des théories de l'atterrissage terrestre. Je ne vais pas développer. Alors, pour conclure, parce qu'il faut conclure, pour conclure et pour essayer de situer l'intelligence artificielle dans cette situation dans laquelle nous sommes, qui est une situation de crise climatique et d'extinction, comme la Terre n'en avait jamais, à une vitesse que la Terre n'avait jamais vue auparavant, à supposer qu'elle puisse voir quoi que ce soit. Alors, si on a déconstruit l'opposition entre technocritique et technosolutionniste, ça permet de comprendre leur commune conjuration. Ils s'enthousiasment et se font peur d'une autre de l'intelligence qui est si proche et si loin de nous. La comparaison incessante entre l'IA et l'intelligence humaine est un jeu de dupes où nous supposons toujours l'identité de notre intériorité et de notre discours pour conjurer l'excentricité de notre position et le caractère de simulacre de notre intériorité, dont nous ne pouvons jamais être assurés. Alors, comme en témoigne le test de Turing, l'intelligence n'est pas immanente à une intériorité, mais est une attribution. C'est l'effet d'une attribution. C'est-à-dire, je dis quelque chose est intelligent ou n'est pas intelligent. Or, il y a une histoire occidentale qui n'a cessé de discuter de l'âme des entités non humaines, mythiques, animales ou colonisées. Dire de quelqu'un ou de quelque chose, d'une machine ou d'un être humain, d'un animal ou d'une pierre, qu'il est ou qu'il n'est pas intelligent, c'est toujours supposer sa propre capacité intellectuelle à pouvoir le discriminer. Je désapproprie l'intelligence pour me l'approprier, ce qui est un acte d'une très grande violence. Alors j'aimerais conclure temporairement en revenant donc à la question de la bibliothèque et de l'archive, de la mémoire, et en proposant de la lire au regard de notre ère, doublement déterminée par l'extinction et l'intelligence artificielle. Je ne vous montre pas d'image, mais je fais un projet au Havre qui justement traite toutes les archives du Havre et qui crée des archives, on va dire, contrefactuelles. Des milliers, 25 000 archives contrefactuelles de l'histoire du Havre. Alors si avec le web, nous avons accumulé pendant 30 ans, comme je crois aucune autre civilisation ne l'avait fait auparavant, ce que certains ici ont appelé le big data, un nombre de documents qui n'est même plus à la portée de notre perception humaine. Si ces documents nourrissent à présent les logiciels d'intelligence artificielle pour accélérer de manière exponentielle la production de documents, en créant non pas seulement des images, mais des images d'images, des textes de textes, des sons de sons. Bref, nous voyons l'apparition d'une nouvelle catégorie de médias, des médias de médias. N'est-ce pas que cette fuite en avant de la mémoire est déterminée par un changement radical de notre finitude, qui ne peut plus être considérée comme la fin d'une subjectivité individuelle, mais la fin de la possibilité même de la subjectivité, c'est-à-dire la disparition de notre espèce, et ce, jusqu'au dernier témoin. Alors, donc ça, c'est une image d'archive qui représente Roman Manzurenko, qui est mort à l'âge de 34 ans, le 28 novembre 2015, brutalement d'un accident de voiture à Washington. C'était un Russe très sympathique. Alors cette mort terrible a rendu le deuil de ses proches impossible. Et son amie qu'on voit à l'image, Eugenia Kudia, qui est fondatrice de l'entreprise Replica, a demandé à tous ses amis et à sa famille de lui fournir tous les documents textuels que Roman avait écrits de son vivant, dont il disposait pour nourrir un chatbot avec une fameuse intelligence artificielle. À présent, celui-ci parle comme Roman. C'est son spectre. La mère de Roman discute parfois avec ce chatbot de son fils. Elle sait bien que son fils est mort, qu'il ne reviendra pas, que ce n'est pas lui. Mais ces échanges lui permettent du moins d'accéder à une version lointaine de documents qui ne lui étaient pas destinés de son vivant, de continuer à découvrir, après sa mort, la mémoire de son fils, d'avoir un nouveau témoignage de ce qu'il fut après sa fin.
avec l'intelligence artificielle, nous produisons non seulement une nouvelle façon de naviguer dans la mémoire humaine, donc c'est sa mère et Roman. Avec l'intelligence artificielle, nous produisons non seulement une nouvelle façon de naviguer dans la mémoire humaine, que nous avons transformée en statistiques, afin tout simplement d'en réduire le poids numérique. Il y avait trop de téraoctets. Et en faisant cela, nous les avons transformées en possibilités reconfigurables à l'infini. Mais encore, nous avons laissé ouverte la possibilité d'un dernier témoignage, d'un témoignage après nous, sans destinataire reconnu par un destinateur. Dans cette disjonction du témoignage et du témoin qui a hanté depuis toujours l'art, quand il se met à la hauteur de son histoire. C'est sans doute pour ça que l'intelligence artificielle est peut-être d'une certaine façon notre dernière œuvre collective, avant notre disparition. Alors dans les 2 premiers tomes de La technique et le temps, je vais finir, Bernard Stiegler distingue 3 types de mémoire, 3 types de rétention. Vous les connaissez sans doute, peut-être certains d'entre vous les connaissent. La rétention primaire, qui consiste simplement, si on prend un morceau de musique, à écouter une note de musique, au moment où elle est jouée. Puis la rétention secondaire, qui est la mémoire des notes passées dans l'écoute des notes présentes et qui permet de comprendre une mélodie de musique, de la suivre, de comparer le passé et le présent. La mémoire ternaire, qui est l'enregistrement d'un morceau de musique sur un disque. C'est ce que vous faites. Ce sont les archives. Et qui permet de jouer encore et encore le même morceau. Même si on l'interprète de façon différente, c'est toujours le même morceau qui répète. Avec l'intelligence artificielle, et c'est pour ça que c'est très important pour les archives, nous sommes en train de voir l'émergence d'une rétention ou d'une mémoire quaternaire. Les supports matériels de mémoire ont vu leur écriture normalisée sous une forme de 0 et de 1, qui permet leur mise en statistique, jusqu'au point où la mémoire elle-même s'est transformée en quelque chose de possible dans l'espace latent de l'intelligence artificielle. On peut donc s'attendre à une transformation radicale de la question du réalisme et du caractère instituant de l'archive. Voici donc, pour citer Jacques Derrida, le mal de nos archives. La fin de la finitude, en même temps que la quantité de l'exhaustivité, que Jacques Derrida, donc, décrivait en écrivant, au fond, dit-il, et je crois qu'on peut partager cette phrase, cette pensée, au fond, mon désir d'écrire est celui d'une chronique exhaustive. Qu'est-ce qui me passe par la tête? Comment écrire assez vite pour que tout ce qui se passe par ma tête soit gardé? C'est le regret de ma vie. Parce que la chose que j'aurais aimé écrire, c'est cela, un journal total. Alors peut-être que les machines à archiver à la vitesse de la pensée dont rêvait Derrida à la suite de Nietzsche sont-elles précisément cette vitesse de l'intelligence artificielle, de la mise en statistique de la bibliothèque de Babel que vous avez en dépôt, transformant l'archivation, l'impression, l'inscription, la reproduction, la formalisation, le chiffrage en une architecture, une toute nouvelle architecture des possibles. Il demandait, Jacques Derrida, si l'appareil psychique serait-il mieux représenté ou bien autrement affecté par tant de dispositifs techniques d'archivation et de reproduction, de prothèses de la mémoire dite vive, de simulacres du vivant. Nous sommes précisément à l'époque de ces simulacres qui affectent notre prétendue intériorité, parce que l'image de notre cerveau, l'image que notre cerveau se donne de lui-même, est influencée par l'image à présent que nous nous faisons de l'intelligence artificielle. L'hypomnésie, qui désigne donc les supports de mémoire, les registres, les cahiers, les livres de comptes, etc., n'est plus même une inscription sur un support matériel de signes, mais est un espace statistique de probabilité. Le passé, c'est la bonne nouvelle, ou la terrible nouvelle, ne passera donc plus jamais. Il ne se répétera pas, mais il servira à générer d'autres possibles avenirs. Il est avenir incalculable, monstrueux. C'est ce projet qu'avait Jacques Derrida d'archiviologie générale. Alors il nous a fallu toujours cette hôte pour croire que nous étions nous-mêmes et que quelque chose en nous tenait encore. À présent, nous allons disparaître, sans doute, peut-être, et nous laisserons des traces de ces archives devenues possibles, calculables à l'avenir. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. En vous écoutant, moi j'ai pensé à Jacques Derrida, pas à Jacques Derrida, à Jack Goody,
sur les traces, la mémoire, l'extériorisation de la mémoire, en l'occurrence dans le livre, dans le texte, mais là avec l'intelligence artificielle. La question qui me venait, c'est mais que restera-t-il de l'intelligence artificielle quand l'homme aura disparu? Comme vous le savez, pour qu'une mémoire soit stable, une inscription matérielle de mémoire, il faut remonter dans l'histoire des supports matériels. C'est que plus les supports matériels de mémoire sont récents et plus ils se cassent. Et donc, si on veut quelque chose qui dure très très longtemps, il faut revenir au néolithique. Donc, ce qui compte, c'est pas de ça. Quand je dis que la mémoire va continuer au-delà de nous-mêmes, bien sûr, elle ne continuera pas au-delà de nous-mêmes, mais c'est plutôt notre pulsion. Voilà, c'est plutôt une pulsion que nous avons. C'est-à-dire que tout de même, très concrètement, si on regarde un peu les choses en face, la possibilité, au-delà du cataclysmisme et d'un pessimisme, et la possibilité rationnelle que nous disparaissions dans le siècle à venir est une possibilité importante. Et c'est le moment que nous avons choisi, non seulement pour faire le big data du web, mais pour faire que ce soit récursif. Et cette espèce de gourmandise à produire des datas que nous n'avons plus la capacité et le temps de consulter désigne bien le fait que, d'une certaine façon, nous créons une pyramide, quoi. Un sentiment de survie inconscient. Petite pulsion de mort. Je remercie à tout le monde d'avoir eu le courage de rester jusqu'à la fin de ces 2 journées qui ont demandé beaucoup d'attention, beaucoup de concentration. Merci encore à vous toutes et tous d'être venus, d'avoir participé. Et puis je vous laisse partir dans vos réflexions. Merci, au revoir.